Donc moi, je m'appelle Benjamin Louvet, je travaille dans le domaine financier, mais je suis spécialiste des questions énergétiques. Donc au début, je me suis beaucoup intéressé aux énergies fossiles, au pétrole, au charbon, au gaz naturel, et puis progressivement, de plus en plus aux énergies renouvelables. Et ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui vous touche tous déjà aujourd'hui, sans parfois que vous vous en rendiez compte, et qui va vous concerner, qui va sans doute devenir une de vos préoccupations majeures dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années, dans les 30 prochaines années, c'est le changement climatique et la transition énergétique. Aujourd'hui, on commence à voir, on l'a vu cet été, les premiers effets du changement climatique avec des hivers de plus en plus courts, on l'a connu tout récemment, des canicules de plus en plus longues, des périodes de sécheresse extrêmement importantes, une flore qui éclot beaucoup trop tôt et qui se fait cueillir par le gel juste derrière. Et on n'est qu'au tout début de ces phénomènes-là. Pourquoi ? Parce qu'on a bâti nos économies modernes sur une énergie abondante et peu chère et très pratique, parce que très dense, qui est l'énergie fossile composée du pétrole, du gaz et du charbon. Et au fil du temps, on a pu bâtir toute cette économie parce que cette énergie est extrêmement pratique. Dans 1 litre de pétrole, vous avez 10 kWh d'énergie. C'est quoi 10 kWh d'énergie ? C'est l'énergie que vous avez dans les bras de 200 agriculteurs qui font une longue journée de travail au champ, dans 1 litre de pétrole. C'est ce qui nous a donné la société dans laquelle on vit. Mais on a feint d'ignorer, parce qu'en fait on le sait depuis assez longtemps, que ces énergies avaient un énorme problème. C'est que quand on les brûle, ça émet du CO2, du dioxyde de carbone, et que ce gaz est un gaz qu'on appelle à effet de serre, c'est-à-dire qui crée du réchauffement climatique. L'effet de serre est un effet qui est très bien documenté. Il a été découvert par un Français, Fourier, en 1824, ça fait quasiment 200 ans. Et en fait, quand on relâche ce gaz dans l'atmosphère, eh bien, il empêche la chaleur de s'évacuer vers l'espace, et donc il réchauffe la planète. Et le problème qu'on a, c'est qu'on constate que si on reste comme ça, si on continue à émettre du CO2, la concentration dans l'atmosphère va augmenter. Elle a augmenté tous les ans depuis 1990, et la moitié des émissions de CO2 de la planète date de la période 1990 à aujourd'hui. La moitié. Donc on accélère, alors qu'on est en train de dire qu'on veut freiner. Tous les ans, la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente. L'année de la crise du Covid, la concentration en CO2 dans l'atmosphère a augmenté alors qu'on a quasiment arrêté l'économie. En 2020, pendant la crise du Covid, les émissions de CO2 n'ont baissé que de 5%, ce qui n'a pas été suffisant pour baisser la concentration. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, on a un challenge. Si on veut garder une planète vivable, c'est-à-dire une planète qui a une température qui ne dépasse pas 2 degrés au-dessus de ce qu'elle était au début de l'ère pré-industrielle, alors ça paraît rien 2 degrés, d'accord ? Mais si on veut garder ce phénomène-là, il faut qu'on arrête totalement d'émettre du CO2 dans 30 ans. Pourquoi ? L'ONU dit, si on ne baisse pas nos émissions de CO2 tous les ans entre aujourd'hui et 2030, si on ne baisse pas nos émissions de 7,6% par an tous les ans entre aujourd'hui et 2030, on n'arrivera pas à 0 émission de CO2 en 2050, qui est l'objectif qu'on s'est donné dans l'accord de Paris. Pourquoi c'est important ? Parce que je vous le disais, 2 degrés, ça ne paraît pas grand-chose. Mais en fait, on n'a pas fixé ces 2 degrés par hasard. On les a fixés parce que c'est à peu près la moitié de ce qui nous sépare de la dernière ère préglaciaire. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que pour l'instant, nous sommes sur une trajectoire de réchauffement d'à peu près 4 degrés avec les émissions que nous avons, à horizon 2100. 4 degrés, c'est la température qui nous sépare de l'ère préglaciaire. Ça veut dire que 4 degrés d'écart, ça fait qu'en Europe, vous aviez une calotte glaciaire de plusieurs kilomètres d'épaisseur. La végétation en France était la végétation que vous trouvez aujourd'hui en Russie, et vous traversiez la Manche entre la France et l'Angleterre à pied. La mer était 120 mètres plus bas. Voilà ce que ça fait 4 degrés d'écart. Donc on a 30 ans pour revenir à 0 émission. C'est l'énorme challenge qu'est le nôtre. 7,6% de baisse des émissions tous les ans jusqu'en 2030 pour arriver à réduire nos émissions de 50%, et ensuite on aura le temps de faire le reste, sachant, je vous l'ai dit, qu'en 2020, on a baissé nos émissions de 5% en arrêtant quasiment l'économie.
le challenge est colossal. Alors, j'ai quand même des bonnes nouvelles, c'est qu'on a des solutions. Les solutions, ce sont des énergies bas carbone. Alors, il y en a certaines qui sont contestées, le nucléaire, mais je voudrais juste vous rappeler que malgré tout, les accidents nucléaires sont relativement rares et que d'après les revues médicales, la revue du Lancet, qui est une des plus reconnues revues médicales, estime que par quantité d'énergie produite, le nucléaire est l'énergie qui tue le moins que les éoliennes, moins que les panneaux solaires, moins que l'hydraulique. L'hydraulique n'est pas très contestée, mais le potentiel de développement est relativement limité. Pourquoi ? Parce qu'on l'a déjà beaucoup utilisé. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, depuis 1870, on a construit en moyenne un barrage par semaine. Donc on a exploité le potentiel au maximum. Et je dis elle n'est pas très contestée, juste pour faire un parallèle avec le nucléaire, juste pour vous rappeler, la plus grande catastrophe industrielle de tous les temps, c'est en 1975 quand un typhon est passé en Chine et a fragilisé le barrage de Bangqiao qui a cédé, tuant 85 000 personnes immédiatement et 125 000 personnes de plus à cause des famines et des épidémies qui ont suivi. À côté de ça, on a d'autres solutions qui sont un peu plus, qui en tout cas paraissent un peu plus agréables. Ce sont essentiellement les énergies renouvelables. Et donc l'éolien et le solaire principalement. Et donc c'est là-dessus qu'on bâtit l'espoir de pouvoir arriver à garder une quantité d'énergie comparable à celle qu'on utilise aujourd'hui, mais en enlevant tous les inconvénients des émissions de gaz à effet de serre. Mais la route n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est un point qui est extrêmement important et qui pour l'instant est ignoré. C'est que j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle pour vous. Il faut que vous preniez conscience qu'on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ce transformateur, il a une réalité physique. Et il est fait principalement de métaux. Et en fait, la physique est en train de nous rattraper. Quelques exemples. Dans une éolienne, vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Dans une voiture électrique, vous avez 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique comme celle que vous utilisez. Dans un panneau solaire, 80% d'un panneau solaire, c'est de l'aluminium. Dans un panneau solaire, vous avez de l'argent pour transporter les électrons dans le panneau solaire parce que l'argent est le métal qui conduit le mieux l'électricité au monde. Donc on en utilise très peu, il y en a 5 grammes, c'est très peu. Mais on construit beaucoup de panneaux solaires. Donc en 2010, l'énergie solaire n'était quasiment pas utilisée, donc on n'utilisait pas d'argent pour cette industrie. En 2020, on a installé 130 gigawatts de panneaux solaires. Alors ça ne vous parle peut-être pas trop si je vous dis que c'est l'équivalent en puissance installée d'à peu près 130 réacteurs nucléaires. Ça vous dit un petit peu le volume que ça représente, même si ça ne représente pas la même production d'électricité. Et on a consommé 3142 tonnes d'argent pour fabriquer ces panneaux solaires. Ça fait 12% de la production mondiale d'argent. 130 gigawatts. L'Agence internationale à l'énergie, qui conseille les pays de l'OCDE sur leur politique énergétique, dit en 2030, si on veut respecter l'accord de Paris et arriver à ne plus émettre de CO2 en 2050, il faudra que chaque année, on n'installe pas 130 gigawatts de solaire, il faudra qu'on installe 630 gigawatts de solaire, 5 fois plus. Vous voyez la consommation d'argent que ça peut entraîner. Pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, 630 gigawatts de solaire en 2030, l'Agence internationale à l'énergie explique qu'entre aujourd'hui et 2030, ça veut dire qu'il faut qu'on installe dans le monde chaque jour, l'équivalent de la plus grosse centrale solaire actuellement en fonctionnement dans le monde. Voilà, tous les jours. Gros défi. Et si on parle de métaux, je vais vous donner 2 exemples rapides pour que vous compreniez bien l'enjeu et pourquoi les métaux pourraient être l'angle mort de la transition énergétique. Le cuivre. Le cuivre, c'est le couteau suisse de la transition énergétique. On en a besoin dans toutes les technologies. On en a besoin pour faire les chargeurs de batterie, pour faire les véhicules électriques, pour faire les panneaux solaires, pour faire les éoliennes, partout. Aujourd'hui, il y a un économiste qui s'appelle Emmanuel H, qui travaille à l'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui a essayé de quantifier les quantités de cuivre qu'il faudrait pour développer toutes ces éoliennes et tous ces panneaux solaires dont on a besoin dans le monde pour faire tourner une économie sans carbone. Et il est arrivé à la conclusion qu'à horizon 2050, si on veut rester sous les 2 degrés, même pas 1,5 degré, 2 degrés, on aurait consommé 90% des ressources
aujourd'hui identifiées de cuivre. 90%. Un autre exemple, le nickel. Le nickel est un métal qui sert essentiellement aujourd'hui dans les batteries des véhicules électriques. On produit aujourd'hui à peu près 2 700 000 tonnes de nickel par an. Mais en fait, il y a deux types de nickel différents. Il y a un nickel très pur, qui est utilisable pour les batteries. On en produit 1 million de tonnes. C'est celui-là qui m'intéresse. La Commission européenne dit, à horizon 2040, si on veut avoir une économie sans carbone, il nous faudra des voitures électriques qui consommeront à elles seules 2 600 000 tonnes de ce nickel de grande qualité. On en produit 1 million de tonnes aujourd'hui. Ça fait fois 2,6. Sachant qu'il va falloir continuer à utiliser du nickel pour autre chose, parce qu'accessoirement, le nickel, c'est un tout petit peu utile. 75% du nickel aujourd'hui sert à fabriquer de l'acier inoxydable. Et dans la transition, on va aussi avoir besoin de plus d'acier. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on n'y prend pas garde, les métaux peuvent devenir l'angle mort de la transition énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on repense notre diplomatie. Gérard Haro en parlait tout à l'heure. On parle de plus en plus d'une diplomatie des métaux. On a passé les 40-50 dernières années à bâtir notre diplomatie autour de nos besoins en énergie fossile, avec les pays du Moyen-Orient, avec la Russie, avec les États-Unis. Les pays qui produisent les métaux ne sont pas les pays qui produisent du pétrole. C'est le Chili, c'est le Pérou. Quelles sont nos relations diplomatiques avec le Chili ou le Pérou, qui viennent d'élire des gouvernements très à gauche? C'est la République démocratique du Congo qui produit 70% du cobalt dans le monde, qui a 70% des réserves prouvées de cobalt, qui n'est pas un pays hautement connu pour les qualités ESG des exploitations minières. Quelles sont nos relations diplomatiques avec la République démocratique du Congo? Quelles sont nos relations diplomatiques avec la Chine? La Chine consomme aujourd'hui 50% de tous les métaux de la planète. Ils en consommaient 10% en 2000. Il y a eu l'émergence d'une classe moyenne de 300 millions d'habitants. Aujourd'hui, la Chine consomme 50% de tous les métaux de la planète. Et la Chine raffine ou produit entre 40 et 70% de tous les métaux de la planète. Donc on a un énorme sujet. Il va falloir réfléchir diplomatiquement et il va falloir réfléchir vite parce que mettre en production une nouvelle mine, ça prend 17 ans. Et je vous ai dit qu'on avait 30 ans pour sortir de tout ça. Donc, pour conclure, je reprendrai la phrase que Philippe Varin, l'ancien patron de Peugeot Citroën et l'ancien président de France Industrie, a pris dans le rapport qu'il a remis à Emmanuel Macron début 2022. La France de demain sera sans carbone, mais pas sans métaux. La deuxième phrase qu'il a dite à l'issue de ce rapport, c'est la dépendance de l'Europe à son approvisionnement en métaux est de 70%. La dépendance de la France est de 100%. Donc il y a une urgence absolue si on veut réussir cette transition et si la France veut, dans cette transition, être présente, à développer rapidement nos relations diplomatiques et en tout cas à prendre conscience de ce problème. Pour vous donner un élément de comparaison, la Chine a commencé à s'occuper de ce problème quand elle a vu l'émergence de sa classe moyenne au début des années 2000. Et aujourd'hui, elle a investi dans des projets miniers en Amérique du Sud et en Afrique à peu près partout. Peut-être un point pour finir sur une note un peu drôle. La Chine s'est aussi interrogée sur ce sujet, à mon avis, à cause d'un problème qui peut paraître anodin. Enfin, à cause d'un fait qui peut paraître anodin. 95% du gouvernement chinois est composé d'ingénieurs. Xi Jinping a un diplôme de géologue. Le dernier président ingénieur en France, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Et depuis, on n'a eu que des technocrates. Et je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'un technocrate et un ingénieur ne règlent pas les problèmes de la même façon. Et aujourd'hui, on a Elisabeth Borne comme première ministre qui est ingénieure. J'ai envie d'y voir une note d'optimisme parce que la situation presse pour le climat et aussi pour la souveraineté énergétique de la France. Voilà.